Ce n'est plus un secret. L'Alliance des États du Sahel, il s'agit du Burkina, du Mali et du Niger. 3 pays qui claquent désormais les portes de la CEDEAO. Pour quelle motivation? Que qu'a cette nouvelle? Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour répondre à cette question, nous avons invité pour vous M. Romaric Benou, journaliste indépendant, et M. Steve Abalo, consultant en études socio-économiques et environnementales et conseiller en entreprise. Alors, monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame Kevin, merci de nous avoir invités. Monsieur Romaric, êtes-vous surpris de la nouvelle? Déjà, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Alors, beaucoup d'Africains, normalement, ne devraient pas être surpris de cette nouvelle. Et à l'échelle mondiale, tout le monde sait ce qui s'est passé durant les derniers mois. Nous étions en 2023. Ça a bougé dans tous les sens dans les pays de la sous-région. Je veux parler des pays africains. Et vous savez que le Niger, que ce soit le Niger, le Mali ou le Burkina, qui décident aujourd'hui de poser cet acte, je ne suis pas surpris. C'était, ceci dit, prévisible. Parce que c'est des pays, excusez-moi un peu le thème, ce n'est pas pour encourager le fait qu'il y ait des putsch un peu partout en Afrique depuis un certain temps. C'est des pays qui ont compris désormais qu'il faut prendre leur destin. Mais c'est des pays qui ne veulent pas, qui ne veulent plus traîner dans la boue, se faire traîner dans la boue. C'est comme ça que je qualifie ces braves militaires qui étaient normalement censés rester dans les casernes, mais qui ont quand même compris qu'il fallait aller sur le terrain. Voilà. Et vous, monsieur Abalo, quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci, madame. C'est un honneur pour moi d'être reçu aujourd'hui sur votre plateau. Pour moi, à la suite de mon vis-à-vis, les faits auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont également pas prévisibles, ne sont également pas imprévisibles. Ce sont des faits attendus de longue date. Ce sont des faits qui viennent couronner une succession d'événements et c'est tout à fait normal. Cela s'inscrit dans la droite ligne des stratégies adoptées par ces différents régimes militaires qui se sont installés dans ces 3 pays, notamment le Mali, le Burkina et enfin le Niger. Donc, c'est tout à fait normal et je pense que il y a encore d'autres informations croustillantes à venir dans les jours à venir. Ces pays ont reçu récemment de l'aide de la CEDEAO. Dites-nous, pourquoi alors ce détachement subit? N'y a-t-il pas une puissance derrière cette décision? Vous savez, lorsqu'un enfant naît, il est suivi, on l'aide à grandir, on l'accompagne jusqu'à un certain moment de sa vie où il devient carrément indépendant. Alors, je suppose que les pays africains, le Niger, les 3 États je ne sais plus trop, les États du Sahel, voilà, le Burkina, le Niger, le Mali. D'abord, je considère que c'est des enfants qui sont nés à travers l'indépendance, mais qui ont été mal suivis. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est des enfants qui ont été mal suivis. Et puisqu'ils ont grandi, tout le temps, on les a chéris, on les a chouchoutés, on les a dribblés. Mais ils ont grandi, ils ont commencé par découvrir que, voilà, on avait des potentialités dont on ne faisait pas, dont on ne profitait pas. Alors que la CEDEAO décide d'aider un quelconque pays africain, c'est toujours avec le soutien de ces gens-là que les pays africains qui ont compris qu'il ne faut plus rester dans le système, c'est toujours à travers l'aide de ces personnes-là. Donc il n'y a même pas de raison pour le Mali, les pays qui
ont décidé de claquer sur les 15 et les 3 qui sont partis. Il n'y a même pas de raison pour dire que bon, voilà, on a reçu quelque chose, il faudrait pas qu'on continue, il faudrait qu'on continue à les suivre. Non, ils ont compris que même sans eux, c'est vrai, ce sera un peu difficile pour eux. On a déjà constaté, on a commencé par constater ce qui se passe au Niger. Au Niger aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Lorsqu'on fait le cumul de ces 3 pays en matière de kilomètres, je ne sais pas, ça fait un peu moins de 3 millions de kilomètres. Je crois que ça doit faire 2,7 millions quelque chose. Donc, lorsqu'on met ces 3 pays ensemble qui ont décidé de prendre leur destin en main, moi je crois fermement que si vraiment ils ne font pas, ne commettent pas les mêmes erreurs que certains de leurs aïeux, certains de leurs aînés, les pays africains ont réussi déjà. Il faudra pour les autres pays membres de la CEDEAO ou même n'étant pas membres de commencer maintenant par emboîter les pas. Ce n'est pas nécessairement par les coups d'État. Ce n'est pas nécessairement par les coups d'État qu'il faut emboîter les pas de ces 3 pays qui ont compris l'enjeu désormais et qui veulent évoluer. Ce n'est pas nécessairement par les coups d'État, mais il faut comprendre que... Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on dise que le Bénin, par exemple, qui fait partie des pays de la sous-région, dispose de la deuxième vallée la plus riche du monde, et que le pays continue de galérer. On dit que la RDC, la République démocratique du Congo, à elle seule peut nourrir toute l'Afrique avec ses ressources naturelles. Il faudrait que les dirigeants africains commencent à penser. Et moi, depuis un certain temps, j'ai commencé à travailler sur des chroniques que je publie parce que j'ai compris que les générations qui nous ont précédés, les aînés, ceux qui nous ont précédés, ils ont déjà raté. Ils ont trébuché quelque part. Il faudra maintenant qu'on commence par créer d'autres générations. Parce que nous-mêmes, notre génération est en train de chuter. Il ne faudrait pas que ceux qui vont arriver derrière nous là emboîtent aussi nos pas. Non, il faut créer de nouvelles personnes pour une Afrique meilleure. Nous en avons besoin. Et je crois qu'avec le Burkina, le Niger, le Mali, l'Afrique va commencer par écrire de plus belles histoires. Merci. Et vous, monsieur Amadou, qu'avez-vous à ajouter à ce que monsieur... À propos de cette aide, je ne sais pas de quel type d'aide il s'agit. Est-ce que ce sont les aides alimentaires qui ont été proposées au Niger? Oui. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'aide qui n'est pas s'émanciper n'en est pas une. À la suite de mon vis-à-vis, je voudrais dire que ces 3 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, à eux seuls concentrent l'immensité des richesses de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne savons pas ce que la Guinée nous réserve. Je ne minimise pas les autres États de la sous-région ouest africaine. Mais imaginez un seul instant que la Guinée, catastrophe géologique, au même titre que la RDC, est aujourd'hui dirigée par un régime militaire, oui. Se joigne à ces 3 pays-là. Moi, je ne crois pas que ce soit imprévisible. Tout est possible. Tout est possible. On peut comprendre, on peut se réveiller d'un seul coup. Personne ne s'attendait avant-hier à ce qu'on dise que les 3 pays ont claqué la porte de la CEDEAO. Je pense que nous sommes dans un positionnement géostratégique mu par des puissances occidentales, notamment les États-Unis, avec les États-Unis comme locomotive, avec la France derrière, et en face, la Russie. Nous sommes dans une suite logique des évolutions géostratégiques mondiales. C'est, si vous voulez encore, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est l'appendice de ce qui se passe ailleurs dans le monde, de
façon Mais globale. que les gens nous cachent parfois. Les gens n'étalent jamais ça. Aujourd'hui, la France est totalement évincée de ces trois pays-là. Et observez qu'en retour, c'est la Russie qui se positionne et qui exploite Déjà. aujourd'hui les ressources minières de ces pays. Même s'ils arrivent à le dire et à démentir, à dire des choses, on sait que... Bon, Il y a beaucoup de non-dits. Donc, pour des gens, je veux parler de ces gouvernants, fut-il illégitimes, pour ces gens qui, dès le départ, ont adopté une ligne de rupture avec la France, la force étrangère, pays colonisateur, et en prolongement de la France, tous ces pays occidentaux, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, vous ne pensez pas que ce soit logique que ces pays, figurez-vous que la France fait partie des pays qui siègent au Conseil de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union africaine. Donc, vous ne pensez pas que ces Nigériens, ces Burkinabés et ces Maliens ravalent leur vomissure en acceptant l'aide, une soi-disant aide. L'aide qu'ils reçoivent depuis peut-être 40 ans et qui n'a jamais changé la vie d'un seul citoyen africain. Dans le même temps, observez que le Niger a continué de poser une fin de non-recevoir au Bénin qui a proposé la réouverture de ses frontières. Ça, c'est vraiment la responsabilité. Il se pose une question de logique. Il se pose une question de logique et moi je pense qu'ils sont droits dans leurs bottes et qu'on ne peut pas attendre autre chose d'eux que ce qui se passe actuellement. La ligne de fracture est franche et va continuer de s'agrandir. Alors, à quoi peut-on assister dans ce cas de figure, monsieur? On assiste déjà à ce à quoi on doit assister. Puisque déjà là, j'ai aimé d'abord la stratégie que ces pays-là ont adoptée. Ils auraient pu organiser une conférence de presse, faire la déclaration directement pour dire bon, nous claquons les portes de la CEDEAO, nous partons. Mais ils ont d'abord sorti les informations dans les coulisses pour que le peuple apprécie. C'est très stratégique. Le peuple a apprécié maintenant l'acte et c'est là qu'ils ont envoyé leur porte-parole au devant des médias pour que les gens s'en rendent compte. Moi, je crois que ce à quoi on peut s'attendre après cette situation-là, déjà les Nigériens ils vont en souffrir. Les Burkinabés, ce sera la même chose. Le plus grand danger, c'est le terrain terroriste. Le terrain du terrorisme dans notre sous-région. Vous savez, il y avait cette coalition-là qui permettait à tous ces pays de mener une lutte contre le terrorisme. Moi, je me pose la question, ça fait partie un peu des conséquences que ces pays-là vont peut-être subir. Moi, je me pose la question de savoir, puisqu'ils étaient ensemble dans cette lutte contre le terrorisme, comment ils vont pouvoir collaborer pour maintenant faire reculer un peu le terrorisme dans ces différents pays. Je sais qu'ils ont les moyens peut-être de mettre beaucoup d'hommes sur le terrain pour lutter, mais est-ce que ça va les aider? Ce qui est sûr, je sais que ils vont trébucher, ils vont couper et peut-être se redresser. Le chemin ne sera pas facile pour eux, il va leur falloir beaucoup de courage, mais il faut commencer par quelque part. Il ne faut pas regarder les difficultés. Si nous devons tous regarder les difficultés, on ne va jamais poser d'acte. Il ne faut pas qu'ils regardent les difficultés qu'ils vont rencontrer. Il faut qu'ils s'entendent. Imaginez-vous que tous les pays de l'Afrique s'entendent pour créer leur monnaie. Ils sont en train de parler depuis longtemps de la monnaie éco. Mais qu'est-ce qu'on sait ce qui se passe en dessous? S'ils s'entendaient, si c'est qu'il y avait cette entente-là entre tous les pays, tous ces pays, l'Afrique serait riche. Et même, ils seraient obligés, ces gens-là de l'Occident, à venir chez nous trouver des terres qu'on va leur vendre cher.
Mais malheureusement, chacun prend sa part et puis on empoche et puis il n'y a plus de suite. C'est regrettable. Moi, j'encourage beaucoup les peuples frères du Mali, du Niger, du Burkina. Et peut-être on attend de voir ce qui va se passer, comme l'avait dit en début d'émission, dans les jours, les temps à venir. Voilà, Madame Kevin. D'accord, merci à vous. Les 3 pays n'ont pas annoncé leur décision à la CEDEAO avant de rendre public le message. Est-ce normal? Que comprendre de ce message? Le message est précédé, j'ai devancé un peu la question. Oui. Je voudrais rappeler au souvenir de chacun que ces 3 pays sont les pays membres fondateurs de la CEDEAO. Je voudrais rappeler également ça, beaucoup de gens. De faire le retrait. Oui, bien sûr, il y a un processus qui doit durer 1 an, par ailleurs. Normalement. Je voudrais poursuivre dans mon idée et dire que à l'époque où ces pays appelaient de tous leurs vœux, je dirais, les dirigeants de ces pays appelaient de tous leurs vœux, leur père, à la création de cet espace communautaire, chacun de ces 3 pays était dirigé par des régimes militaires. Séni Kouché au Mali, Séni Kouché au Niger, Traoré au Mali et un dernier au Burkina dont j'oublie le nom. Il faut reconnaître quelque chose. Les pays africains, de façon générale, et ceux de l'espace communautaire de la CEDEAO et de l'UEMOA, ont toujours été mus par cette vision du développement solidaire, avec une volonté émancipatrice vis-à-vis du colonisateur. Bon, ben, il semble que, chemin faisant, les visions ont été édulcorées, que beaucoup de choses soient passées par là et que les actes des gouvernants n'aient pas toujours été en symbiose avec les visions des peuples qu'ils devraient normalement incarner. C'est fondamentalement ce qui a poussé, je peux le dire, et sans justifier les putschistes, ce qui a justifié ces nombreux coups d'État que l'Afrique de l'Ouest et d'autres régions de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, ont conduit par ailleurs. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade de non-retour, à mon avis. C'est un avis que je partage également. Nous en sommes donc à un stade de non-retour et l'avenir nous donnera raison ou infirmera notre assertion. Mais toujours est-il que ces 3 pays qui sont en rupture de banc avec les principes directeurs qui gouvernent la CEDEAO, ne pouvons pas attendre d'eux qu'ils les respectent. Nous les voyons déjà comme des régimes pas légitimes et pas légalistes. Pourquoi vous voulez aujourd'hui que ces régimes que nous taxons de pas légitimes, pas légalistes, soient obligés de respecter nos règles? Puisqu'ils sont en rupture de banc avec ces règles-là. Ils pensent que ces règles-là aliènent nos peuples, nos États. Donc, il va de soi que, par ailleurs, c'est des militaires. Et donc, ils sont un peu plus outrageants, si vous me le permettez, par rapport aux règles établies. Hein? Donc, il faut comprendre que ce sont des gens qui sont en train de mener une lutte de libération. Et quand on est dans une optique du genre, on ne transige pas avec les règles communautaires ou les règles qui doivent régir l'ensemble, parce qu'ils estiment que ces règles-là ne font pas leur bonheur. Alors, M.
M. Omari, avez-vous quelque chose à ajouter? Ce qu'il faut ajouter déjà, c'est dire que déjà les règles de la CEDEAO ne sont pas respectées par les mêmes membres de la CEDEAO. Pourquoi respecter une règle qui peut-être existe sur le papier, mais qu'on ne suit pas? Comment on peut dire qu'on attribue des sanctions qui ont trait aux finances, à l'alimentation, les premiers besoins de l'homme? Et alors que dans les tests, il n'y a pas de ces choses-là qui sont inscrites. On se permet C'est malheureux ce qui se passe. Et moi, je crois, je le répète, l'Afrique, toute l'Afrique doit se lever et suivre de près ce qui se passe dans la sous-région. Le tout ne suffit pas de sortir des casernes, de prendre le pouvoir et de commencer par... moi, c'est regrettable lorsque j'ai lu quelque chose aujourd'hui sur la photo du Guinéen Mamadi Doumbouya. Voilà. C'est regrettable de lire sur son image accrochée quelque part dans une salle de séance là que voilà, il est président de transition. Il est président du Conseil national de quelque chose là. Il est chef suprême des armées. Il est chef suprême, président de la République. En fait, à lui seul, il est inscrit 5 titres. C'est-à-dire qu'il est omniprésent. Lui là, c'est lui qui a tout. Et donc, récemment passé général du corps d'armée. Colonel à général du corps d'armée. Ah ben voilà. Et pour des images qui ont fuité, des images qui ont circulé lorsqu'il prenait le pouvoir, on a un peu vu ses relations avec le pays maman, sinon le pays papa. On s'imagine un peu, c'est pourquoi je rejoins un peu peut-être votre idée de savoir, bon voilà, on ne sait pas ce qui se passe encore de l'autre côté de la Guinée. Bon, on espère quand même que la Guinée est dans la même optique que ses frères d'âme, ses frères de la sous-région, et que l'Afrique va reprendre ses destins. Amen. D'accord. Votre mot de fin, M. Abalo. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, pour conclure à mon niveau cet entretien, dire ceci. Les peuples africains, de plus en plus, sont en train de se réveiller. Les luttes de nos pères ont continué jusqu'à présent et continueront sous d'autres formes. C'est sous cet angle, sous ce prisme que moi, je vois ces événements qui se déroulent sous nos yeux, ces événements dont nous sommes témoins. Et je voudrais, en tant que panafricaniste, en appeler aux autres peuples d'Afrique pour que cette lutte soit accompagnée, cette lutte émancipatrice soit accompagnée. Non pas dans les mêmes formes, il y a bien d'autres formes de lutte, afin que définitivement nous prenions notre destin en main. Au cours de notre entretien, nous avons évoqué certaines opportunités ou certaines potentialités, tant sur le plan minier, économique et bien d'autres. Mais pourquoi jusque-là nous n'évoluons pas? Parce que les colons nous ont réduits dans la position de consommateurs. Or, en consommant, on s'appauvrit et on enrichit les autres. Il faut forcément que nous prenions notre destin en main pour contrebalancer le cours actuel de l'histoire. J'en appelle donc aux jeunes, aux générations futures, pour que cette lutte continue jusqu'à ce que la victoire soit totale. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Monsieur Omari, votre mot de fin. Oui, ce sera mon mot de fin de l'émission. Alors, moi, je voudrais dire, je vais commencer par citer Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, qui, lors de ces nombreux entretiens qu'il accorde au grand éminent journaliste Alain Foka, il disait la CEDEAO, il faut la reconstruire.
la CEDEAO n'existe pas. Ou peut-être devrais-je dire, la CEDEAO n'existe que sur papier, puisque la CEDEAO elle-même ne respecte pas ses tests. Alors que pour que un groupe fonctionne, pour qu'une association fonctionne bien, il faut qu'elle soit régie par des tests. Alors que la CEDEAO marche sur ses propres tests qu'elle a élaborés, c'est décevant. Je voudrais appeler, comme vous l'avez dit, les jeunes Africains, puisque la génération qui nous a précédés, c'est une génération qui peut-être a déjà échoué sur ce plan de panafricanisme. Je voudrais inviter les générations futures à regarder, à suivre de près ce qui se passe et à savoir que nous avons toutes les qualités, nous avons toutes les potentialités pour que l'Europe, tout l'Occident viennent commander chez nous. Ça ne devrait pas être le contraire. Jeunes Africains, il faut repenser, il faut reconstruire l'Afrique. Voilà. Je vous remercie. Nous vous remercions de nous avoir aidé à comprendre les enjeux du retrait de ces 3 pays membres de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Grâce aux analystes M. Benou et M. Abalo, nous avons évoqué les enjeux de ce retrait des 3 pays de la CEDEAO. Merci de nous avoir suivis. Soyez fidèles à nos émissions sur la chaîne Lumière 44 Productions. À bientôt.